Bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire de l'année avec Saxo Bank et aujourd'hui, bien évidemment, le focus, c'est l'inflation américaine puisqu'on va avoir jeudi après-midi les chiffres du mois de décembre. C'était une semaine qui était plutôt, il faut bien le dire, assez calme du point de vue macroéconomique. On a eu très peu d'actualités et la réalité, c'est qu'effectivement, outre le fait qu'on a eu peu d'actualités, les résultats d'entreprise, on les attend plutôt à partir de vendredi puisqu'on aura notamment les grandes valeurs américaines qui vont être sur le devant de la scène. Le point qui est important sur cet aspect-là à prendre en considération sur l'inflation américaine, c'est que systématiquement, ces derniers mois, bien sûr, parce qu'on est dans une période de forte inflation, systématiquement ces derniers mois, on a eu comme effet lorsqu'on avait les chiffres de l'inflation qui étaient publiés, d'avoir une forte volatilité sur le marché financier. C'était très perceptible quand même sur le marché action. On a eu beaucoup de trading à ce moment-là. Et l'autre point, c'est qu'on en a eu aussi bien sûr sur les paires en dollars. Aujourd'hui, le marché est assez limpide. Le débat côté américain, c'est pas tant de savoir si le pic d'inflation est dépassé ou pas, puisque vraisemblablement le pic d'inflation a été atteint au mois de juillet de l'année dernière, mais c'est bien plus de savoir si la tendance baissière est pérenne. Le consensus des économistes aujourd'hui, c'est d'avoir un indice des prix à la consommation, donc pour le mois de décembre, qui soit à 6,5% sur un an aux États-Unis, contre 7,1% en novembre. Donc on a une décrue qui s'accélère et surtout une inflation sous-jacente qui est attendue à 5,7% contre 6% en novembre et un pic à 6,6% au mois de décembre. Bien évidemment, le point sur lequel on va peut-être un tout petit peu plus se focaliser, c'est l'inflation sous-jacente, hors bien sûr éléments volatiles, donc alimentation et énergie, tout simplement parce que ça permet d'avoir une vision de long terme sur les tendances inflationnistes et c'est notamment un des points clés qui est surveillé par la Banque centrale américaine. Chez Saxo Bank, on est un tout petit peu plus optimiste que le marché. Comme je vous le disais, on a une prévision du marché à 6,5%, nous on est à 6,3%. Et sur l'inflation sous-jacente, le marché est aujourd'hui à une estimation à 5,7, on est à 5,5%. Alors pourquoi c'est important à prendre en considération? Tout simplement si on a bien évidemment une inflation qui est inférieure au consensus, ça va renforcer bien sûr les attentes au niveau de la Banque centrale américaine sur le fait qu'elle va être moins hawkish, c'est-à-dire qu'elle va être moins en faveur de hausse de taux durables et très importante lors de ces prochaines réunions. Le point qui va être à surveiller, c'est donc bien sûr, un, avoir la confirmation de la tendance baissière, mais foncièrement, c'est quasiment sûr et certain. Et le deuxième point, qui est le deuxième levier à prendre en considération, c'est est-ce qu'on sera proche ou éloigné du consensus. Et bien évidemment, si on a un chiffre final qui est inférieur au consensus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Suite aux chiffres du marché de l'emploi aux États-Unis qui ont été publiés vendredi dernier, on a eu aussi un ajustement des anticipations du marché concernant l'amplitude de hausse des taux du côté de la Réserve fédérale américaine. Je le rappelle, sa première réunion de l'année, c'est le 1er février prochain. Le mois de janvier est souvent assez calme sur les réunions de banque centrale. Et depuis vendredi, on a, en termes d'anticipation du marché, une hausse de taux simplement de 25 points de base en février. Donc, progressivement, on s'oriente vers des hausses de taux de moindre ampleur. Il y a encore quelques mois de cela, la norme, c'était 75 points de base. Mais étant donné que, on a une économie américaine qui ralentit, j'y reviendrai, mais surtout qu'on a des pressions inflationnistes qui sont moins prégnantes. Alors, ça va se voir, bien sûr, dans le chiffre, l'indice des prix à la consommation. Ça se verra vraisemblablement la semaine prochaine dans le chiffre de l'indice des prix à la production qui va être publié pour le mois de décembre, à la première estimation. Et surtout, ça s'est vu dans les chiffres de l'emploi, puisque vous aviez une catégorie qui permet de juger de l'accélération des hausses de salaire. Alors, bien sûr, les salaires continuent d'augmenter, bien évidemment moins que l'inflation, mais on voit que les hausses de salaire commencent à se tasser et donc c'est effectivement aussi un signal assez positif sur l'inflation aux États-Unis. Donc, si on a en termes de chiffres publiés jeudi après-midi
un indice des prix à la consommation qui est effectivement en chute et c'est vraisemblable, notamment du fait de la baisse des prix de l'énergie et qui est inférieur au consensus, bien évidemment, ça va se traduire quand même plutôt par une baisse, notamment du dollar et surtout par des anticipations renforcées que la prochaine hausse des taux de la réserve fédérale américaine, elle sera de moindre ampleur. En tout cas, on sera beaucoup plus sur 25 points de base que 50 points de base, voire même 75 points de base, qui semble assez exclu. On est dans une situation où, finalement, lorsqu'on a un focus qui est un tout petit peu différent, vous savez, sur les marchés financiers, ce qui va importer, c'est de s'intéresser à ce qui se passe à la marge. Et foncièrement, de notre point de vue, la question de l'inflation, ça va être de moins en moins une thématique centrale sur le premier semestre, tout simplement parce que la tendance est claire. On est sur une inflation qui décélère et ça vaut aux États-Unis, mais on l'a vu encore récemment en zone euro. Et donc le focus du marché va progressivement se projeter plutôt sur la question de la croissance à court terme. Aujourd'hui, le consensus de marché, si on s'intéresse dans ce webinaire uniquement à la situation qui prévaut aux États-Unis, le consensus de marché, c'est d'avoir une économie américaine qui soit en récession cette année. Mais c'est pas si évident que cela. On a finalement des signaux qui sont assez contradictoires, avec des indicateurs de marché qui, aujourd'hui, effectivement, sont dans des zones qui sont habituellement des zones de récession. Et de l'autre côté, on a des indicateurs économiques. J'en parlais, par exemple, encore avec, lorsque j'ai évoqué le marché de l'emploi il y a quelques secondes de cela, qui vont plutôt dans le sens d'une forte résilience de l'économie américaine. Pour nous, chez Saxo, lorsqu'on essaye de juger, et c'est bien sûr toujours un peu difficile, l'éventualité d'une récession, puisque vous avez des récessions, lorsqu'elles sont probablement de faible ampleur, c'est quand même assez compliqué entre -0,1 et +0,1, +0,2 d'avoir une grande visibilité et ça va dépendre tout simplement de quelques petits paramètres. Mais lorsqu'on regarde l'économie américaine et notamment le consommateur américain, finalement, on a une très, très forte résilience de l'économie américaine. Je vous le disais, le marché de l'emploi aux États-Unis est encore très fort. On a eu 223 000 créations d'emplois sur le mois de décembre. Bien sûr, c'est en baisse par rapport au début d'année 2022, ce qui est normal, mais on reste sur une dynamique qui est positive et surtout sur un chiffre qui est supérieur aux attentes. Vous avez un taux de chômage qui est désormais à 3,5% de la population. Donc, on a eu quand même en décembre une baisse du taux de chômage, alors que vous avez en parallèle une hausse du taux de participation. Et ça, de mon point de vue, c'est un des éléments qui montrent vraiment qu'on a une économie américaine qui est résiliente. Et le dernier point, c'est que vous avez un taux de sous-emploi qui permet quand même d'avoir une visibilité un peu plus large sur la réalité du marché de l'emploi aux États-Unis, qui est proche de ses points bas historiques. Donc, un élément qui ne va pas dans le sens, en tout cas, d'une récession, c'est la résilience du marché de l'emploi. L'autre élément qui ne va pas dans le sens d'une récession, c'est l'évolution des crédits. On a une conviction aux États-Unis, chez Saxo, et ça vaut pour les États-Unis, mais ça vaut plus largement, que foncièrement, l'un des plus importants moteurs de l'économie, ce sont les flux entrants de crédit. Non pas le stock, j'insiste, mais sur les flux. Et juste pour vous donner un indicateur graphique, parmi tant d'autres, je vous ai présenté graphiquement les, crédits, commerciaux et industriels aux États-Unis. Alors c'est l'un des éléments les plus importants au niveau, des bilans des banques, commerciales. C'est aussi intéressant puisqu'aux États-Unis, si je le souhaitais, je pourrais remonter très loin puisqu'on a des données à partir de 1947 sur l'évolution des crédits, commerciaux et industriels. Et le point qui est important, vous le voyez, je pense graphiquement de manière assez évidente, c'est qu'on a une accélération des prêts industriels et commerciaux. Au troisième trimestre de l'année 2022, puisque ce sont les derniers chiffres et c'est publié en trimestriel, on avait quand même une hausse de plus de 17,3% sur un an. Ce que j'entends par là, c'est que tout simplement, c'est assez rare d'avoir une économie en récession lorsqu'on a un marché de l'emploi qui est aussi résilient et aussi irrigué par les flux entrants de crédit. Alors bien évidemment, on peut tout à fait avoir des accidents «industriels» entre guillemets, mais de notre point de vue, on pourrait être sur une année où finalement on a de meilleures surprises que prévues du point de vue macroéconomique, avec une absence d'événements extrêmes
sur le marché. Et l'autre point finalement, une révision et ça commence à être le cas à la hausse des prévisions de croissance d'ailleurs des 2 côtés de l'Atlantique et aujourd'hui on s'intéresse plus à l'économie américaine, mais pour nous, l'économie américaine pourrait être finalement en croissance cette année avec une croissance de 0,5 c'est notre prévision donc pour, 2023, ce qui est tout à fait honorable. Alors bien sûr, c'est une forte décélération, mais finalement l'année 2022, ça a été une année qui a bénéficié des mesures de 2021 et donc ces mesures, bien sûr, commencent à ne plus avoir d'effet et le vrai challenge, c'est 2024, mais là, c'est un horizon de temps un tout petit peu plus éloigné, donc je ne vais pas y revenir. En revanche, et c'est mon dernier point avant que je laisse la parole, à mon collègue, pour rebondir un peu. Alors désolé, il semble que la manière de voir les slides ait fait que ce ne soit pas idéal, mais veuillez m'excuser à cet égard. La question, qu'on va avoir, c'est qu'en deuxième partie d'année, je vous ai dit l'inflation ne va pas être le principal focus au début d'année, premier semestre. Mais en revanche, de notre point de vue, chez Saxo, ça va revenir en deuxième partie d'année. On ne fait pas partie, on est d'ailleurs assez hors consensus, on ne fait pas partie de ceux qui considèrent que l'inflation va continuer systématiquement de diminuer. Pour nous, il y a un risque aujourd'hui qui est sous-estimé par le marché, c'est qu'on assiste de nouveau à une hausse des prix de l'énergie, tout simplement à cause de la flambée de la demande chinoise. Alors cette demande chinoise, vous le savez, elle est liée à la réouverture en cours. En 2022, au premier semestre, vous aviez eu des prix du pétrole qui ont augmenté, tout simplement du fait d'une stagnation de l'offre. Et on avait aussi des difficultés en termes de capacité de réserve sur l'OPEP. Deuxième semestre 2022, vous l'avez vu hein, très nettement, on a eu des prix qui ont baissé, notamment parce qu'on avait une augmentation de l'offre. Pour 2023, c'est une histoire un peu différente qui se profile. Je ne pense pas qu'on aura un sujet offre, mais c'est beaucoup plus un sujet demande qui va être sur le devant de la table avec la poussée de la demande chinoise qui pourrait se matérialiser dans les mois à venir et surtout en avoir un impact en termes de prix sur le marché à partir du deuxième semestre. Chez Saxo, on estime à peu près que si on a une réouverture complète de la Chine et donc bien évidemment que ça a aussi des implications pour les économies qui sont très dépendantes de la Chine, on devrait avoir un bond de la demande de pétrole de 4 millions de barils par jour autour du printemps. Pour vous donner un ordre de grandeur, 4 millions de barils de pétrole par jour supplémentaires, c'est beaucoup plus que ce que le marché anticipe aujourd'hui. On est sur un marché qui anticipe environ 1,2 million de barils supplémentaires par jour. C'est à peu près dans cet ordre de grandeur. Tout simplement parce que le marché considère qu'on a ce risque de récession mondiale qui est, je vous l'avoue, certainement pas certain, qui va jouer. Donc on pourrait avoir une surprise assez importante sur l'ampleur de la réouverture chinoise et l'ampleur de la demande en énergie qui va en découler. Ça, ce n'est pas du tout intégré par le marché. Et bien évidemment, ça veut dire potentiellement des prix du baril de pétrole qui vont de nouveau augmenter. On peut tout à fait renouer, alors on est très loin bien sûr de ces niveaux à l'heure actuelle, mais on peut tout à fait renouer avec la zone des 100 dollars. C'est pas du tout exclu si on a 4 millions de barils supplémentaires par jour. Et bien évidemment, si on renoue avec de tels niveaux, vous en doutez bien, la thématique de l'inflation, elle va revenir au deuxième semestre. Donc pour nous, je vais essayer de conclure sur ça. Vous avez assez peu d'incertitudes sur la direction de l'inflation à court terme. Ce sera également, confirmé bien sûr jeudi, mais ce sera également confirmé par les prêts à la production la semaine prochaine aux États-Unis. Comme il y a peu d'incertitudes sur l'inflation, la dynamique, elle va progressivement s'orienter sur la croissance et donc la récession et je vous ai donné notre avis chez Saxo au niveau de la récession américaine. En revanche, c'est un peu une sorte de parenthèse puisque de notre point de vue, il y a un réel risque aujourd'hui qui est sous-estimé, que l'inflation soit de nouveau une thématique, pour, 2023, mais plus au deuxième semestre. Si je devais résumer, le gros sujet à l'instant T qui nous paraît important, c'est la Chine. C'est là où on a une incertitude. C'est à quel point les mesures de relance seront importantes, à quel point la réouverture sanitaire sera totale et comment, bien sûr, ça va impacter le marché, plus globalement d'ailleurs, des matières premières.
puisqu'on le voit déjà, vous avez des effets, qui sont notables. Si vous regardez, sur vos écrans, sur le charbon ou encore sur le cuivre, vous avez déjà des effets qui sont assez notables de cette réouverture chinoise. Très, très notable d'ailleurs sur le cuivre, hein, si vous êtes positionné sur ce marché, vous l'avez vu, on a quand même, très fortement rebondi en l'espace de 15 jours, même pas. Donc voilà les points d'attention qui sont principaux, un peu en termes de phase introductive, hein. Comme vous le savez, on a un rythme assez régulier de webinaires, donc on en organise à peu près un tous les 15 jours, sur différentes thématiques, tout en essayant systématiquement un peu de lier à l'actualité, mais vous voyez, on s'en échappe systématiquement pour vous donner aussi des perspectives un peu long terme et vous connaissez le fonctionnement. J'ai mon collègue Nicolas qui va prendre le relais maintenant et qui va vous faire un peu une démonstration, sur la plateforme. Je vous laisse donc en de très bonnes mains et merci encore pour votre fidélité pour ce premier webinaire de l'année. Oui, bonjour à tous. Merci Christopher pour cette présentation. Je vous souhaite déjà une très très bonne année 2023 à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors effectivement, on reprend notre série de webinaires. Donc vous avez compris le concept. Maintenant, ça va être c'est en première partie une explication macro voilà, de notre économiste Christopher. Puis ensuite, on va sur la plateforme, on essaie d'établir une analyse technique, une stratégie pour jouer ou un événement comme typiquement les chiffres sur l'inflation et on va essayer de mettre ensemble en place une stratégie, voir voilà, comment on peut tirer notre épingle du jeu par rapport à ces chiffres sur l'inflation. Donc effectivement, petit rappel pour les chiffres sur l'inflation, donc 14h30 jeudi, on attend sur le headline 6,5% contre 7,1% précédemment. Sur le corps, donc hors éléments volatiles, effectivement, qui est énergie et alimentation, là-dessus, on s'attend à une baisse à 5,7% contre 6% précédemment. C'est toujours des problématiques qui sont extrêmement importantes pour le marché, si ce n'est la problématique la plus importante. C'est-à-dire que les grandes questions de 2022 sont toujours d'actualité en 2023, notamment voilà, ces questions de politique monétaire, d'inflation. La prochaine réunion de la Fed en février, où effectivement, savoir si on va augmenter de 25 points de base ou 50 points de base est toujours une question que les marchés se posent, bien que plus de 2 tiers du marché anticipent quand même 25 points de base quand on regarde les dérivés de taux et les dérivés d'inflation. Ce qui signifie qu'il peut avoir un risque de repricing important. Alors, il y a plusieurs scénarios qui ont été établis. C'est surtout JP Morgan qui aime bien faire ce genre d'exercice où effectivement, en fonction du chiffre qui va sortir sur l'inflation, il y a un scénario et une conséquence de marché. Alors, eux, ils estiment qu'il y a 15% de chances que les chiffres sur l'inflation ressortent au-dessus de 6,6%, donc au-dessus de 6,6%, et ça entraînerait dans leur scénario une baisse de 3% du marché. Quand on parle du marché, en fait, on parle surtout là du SP500. Donc, eux, ils estiment à 15% de chance qui est un chiffre au-delà de 6,6% et ce qui entraînerait une baisse de 3% du marché sur les chiffres sur l'inflation. Ensuite, 65% de chance, pour eux, 65% de chance que les chiffres se situent entre 6,4 et 6,6%. Donc entre 6,4 et 6,6%, ça provoquerait une hausse quand même entre 1,5 et 2% du marché. Donc scénario haussier. Et ensuite, il nous reste donc 20%. Et ces 20%, ça serait une excellente nouvelle. Ça serait un chiffre sur l'inflation en dessous de 6,4% aux États-Unis. Et là, on partirait sur un rallye de l'ordre de 3 à 3,5%. Et là, je ne vous parle pas des risques extrêmes de marché. Si on serait voilà, bien en dessous des 6%, ou par contre, à l'inverse, j'allais dire au-dessus des 7%, là, ça serait des risques extrêmes avec une volatilité immense. Donc effectivement, le but, c'est de regarder quelle stratégie on peut mettre en place pour traiter ces chiffres. Alors, si vous avez suivi quelques webinaires précédents, vous pouvez effectivement constater qu'on aime bien traiter la volatilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut décider ou de prendre une position directionnelle, c'est-à-dire effectivement
investir ou parier sur la hausse de l'actif ou sur la baisse, mais on peut également parier sur le fait que ça va ou bouger énormément, c'est-à-dire d'un sens ou dans l'autre, et en quel cas on serait gagnant, ou alors carrément ne pas bouger. Et ça, on peut le faire avec une stratégie d'option, ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, juste avant ça, on va établir ensemble une analyse technique sur un indice américain. Là, on va prendre le Nasdaq. Alors, pourquoi le Nasdaq? Parce que Nasdaq, c'était un peu le gros indice de 2022 parce il est beaucoup plus sensible au taux d'intérêt que les autres, hein, sachant qu'il est constitué de valeurs de croissance. Vous savez, les valeurs de croissance sont valorisées sur les revenus futurs, hein, et donc l'actualisation des revenus futurs, et que mécaniquement, lorsque c'est un environnement où les taux montent, mécaniquement, ça fait baisser la valeur de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement sensible à toutes les variations de taux d'intérêt et donc à toutes les problématiques qu'on rencontre sur les marchés, que ce soit en 2022 ou 2023 sur ce début d'année. Donc, on va établir ensemble notre analyse technique. Alors, sur le Nasdaq, vous pouvez le traiter voilà, avec les contrats futurs. Contrats futurs, s'ils ne sont pas activés, vous pouvez les activer depuis les paramètres, puis produits de trading. Et pour faire notre analyse technique, on va se mettre sur ce qu'on appelle le continuous. Le continuous, donc il est lissé des échéances, et ça nous permettra de faire notre analyse technique. Donc, on le met en unité de temps un jour, hein, ça nous donne une visibilité importante sur plusieurs mois. Donc là, une bougie est égale à un jour, et on va commencer notre analyse technique. Alors, on va intégrer les moyennes mobiles. Donc, effectivement, là, 100 jours, on va ici mettre on va la laisser, on va laisser en cette couleur. On va enchaîner avec la moyenne mobile 50-55 jours. Alors, sur les moyennes mobiles, il y a des périodes qui sont plus utilisées que d'autres, et effectivement, il faut utiliser les périodes qui sont utilisées par le plus grand nombre, hein, si on veut effectivement que ça soit efficace. Donc, on a la 200 jours, on a la 100 jours, on a la 55, on a la 21. Là, j'avais mis 10, hop, je rectifie avec ma 100. On continue avec la 21, qui est plutôt la court terme. Pareil ici, on va changer de couleur. Très bien. Pour ceux effectivement qui me connaissent et qui connaissent les analyses techniques que je fais, je mets souvent le retracement de Fibonacci, qui, lorsqu'il y a eu un mouvement assez puissant, assez soudain, permet de tracer les niveaux du mouvement suivant. Donc effectivement, déjà, on peut constater quelques résistances, hein, mais on va effectivement continuer en plaçant le RSI. Donc le RSI, hein, pour ce qui définit voilà, quand est-ce qu'on est en surachat, survente. Alors ça, c'est la manière, j'allais dire, un peu simpliste de l'utiliser. Moi, je l'utilise davantage pour essayer de voir s'il y a des divergences ou les supports et les résistances sur le RSI. Donc on va en tracer une. On va en tracer une ici, on voit que là, on est effectivement, hop, sur une résistance sur le RSI, ce qui veut dire que le potentiel haussier peut effectivement être mis à mal, sachant qu'on a déjà une résistance sur le RSI, mais on continue notre analyse technique pour voir si effectivement on a trouvé des niveaux. Donc, on va effectivement tracer ensuite nos supports résistance. Alors là, on constate clairement, hein, que ce soit sur la moyenne mobile 50 jours, plus sur le niveau Fibonacci, qu'on a un niveau. D'ailleurs, on voit que les cours ont retracé à ces niveaux-là. Donc, on est autour des 11 415. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, on peut ajuster pour être très précis. Je vais augmenter la taille, je vais changer un petit peu la couleur. Voilà. Donc là, on a notre première résistance 11 415, hein, qui a été définie par le niveau du Fibonacci, mais aussi par la moyenne mobile 50 jours. Et on voit qu'effectivement, les cours ont buté sur ces niveaux-là. Alors, à la baisse, on constate effectivement ici autour des 11 100, on a un support là qui avait, qui avait été, qui avait été effectivement atteint
en juin, avant le gros rallye qu'on a connu, hein, le rallye de cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, était assez puissant avant que Powell à Jackson Hole vienne mettre à mal ce rebond en étant assez agressif, hein, sur notamment le taux terminal de la Fed. Donc on a des niveaux intéressants pour les chiffres sur l'inflation. Donc déjà, voilà, on a le niveau des 11 415 sur le Nasdaq à la hausse, qui est un niveau important. D'ailleurs, on essaiera d'aller chercher les 11 000, 11 800 si on est assez optimiste. Mais dans un premier temps, voilà, déjà aller chercher les niveaux de la moyenne mobile à 100 jours, donc plutôt autour des 11 600. Et à la baisse, on a les 11 100 comme étant un niveau support. Ouais, là, on a déjà deux niveaux, on est à peu près à équidistance, hein, le marché est à peu près à équidistance. Et donc, comment on peut faire pour traiter et établir une stratégie pour les chiffres de l'inflation? Alors, comme je vous ai dit, on ne cherche pas forcément à prendre un directionnel. Là, on ne veut pas prendre un directionnel, c'est-à-dire je ne veux pas juste acheter un contrat futur et parier sur la hausse ou vendre un contrat futur et parier sur la baisse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du trading de volatilité, c'est-à-dire que je vais uniquement parier sur le fait que ça va bouger énormément. On sait que sur les chiffres sur l'inflation, c'est des journées où le marché décale énormément. Sur le Nasdaq, on peut avoir des décalages de plus de 400, 500 points sur le Nasdaq et c'est exactement ce qu'on va essayer d'aller chercher là. Donc on va aller prendre des options, on va prendre 2 options, une option d'achat, une option de vente, heu et effectivement, on va tenter d'établir notre stratégie, en fonction. Donc une fois que notre analyse technique est faite, on va aller dans le tableau d'options. Tableau d'options, on va sélectionner le Nasdaq, donc le code du Nasdaq, c'est NQ, donc NQ, et on va sélectionner une échéance qui est vraiment la plus proche parce que nous, on souhaite traiter les chiffres sur l'inflation qui sont donc jeudi à 14h30. Donc, on va regarder quelles sont les échéances. Euh, Si vous cliquez sur le petit bouton, enfin, ce petit encadré ici, vous avez les échéances toutes les semaines. Donc là, on est à la deuxième semaine de janvier, donc, on va sélectionner la weekly 2 avec une expiration au 13 janvier. Ouais, c'est là, au 13 janvier. Donc, c'est vendredi. Donc, une expiration à ce vendredi. Et rappelez-vous, euh, on avait défini deux niveaux. On avait défini le niveau de résistance à 11 415, hein, qui est juste là. Hop, je remets le plein d'écran. 11 415. Attendez, je repasse sur le continuous, parce qu'on a fait notre analyse technique sur le continuous. Voilà, donc 11 415. Je vais, je vais faire en sorte que ça soit plus clair en cachant les annotations. Vous voyez ici, vous cliquez sur masquer, donc le petit œil que vous voyez là, hop, on masque. Ça rendra les choses beaucoup plus claires pour tout le monde. Le Fibo, pareil sur le Fibo. Donc là, le Fibo, c'est là-haut. Vous voyez, masquer les annotations. Donc là, il disparaît. On va fermer le trait ici. Voilà, là, ça va être, c'est plus clair. On va pouvoir remettre, bon, on peut laisser les supports résistance. On peut carrément supprimer, hein, le Fibo. Voilà, donc là, on a nos deux niveaux. Ici, je vais faire en sorte d'agrandir le trait. Oula, 4, c'est un peu gros. On va le passer en deux. Voilà, donc là, on a notre résistance 11 415 et notre support à 11 100. Voilà, parce qu'on est précis, on va mettre le niveau exact, 11 100. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter un call à 11 415, on va acheter un put à 11 100 et on va parier sur le fait que on veut que ça explose d'un côté ou de l'autre. On veut pas que ça stagne. Donc, ça veut dire que on souhaite que le chiffre soit ou très bon ou très mauvais. Donc, on va être acheteur de volatilité. Donc, un petit rappel, hein, des conditions de trading quand même du Nasdaq. Donc, Nasdaq, c'est un contrat futur qui se traite, voilà, sur marge. Donc, on demande d'avoir au minimum sur le compte 17 000 dollars pour prendre la position, pour ouvrir la position. On est sur une taille de contrat qui est à 20 fois l'indice. 20 fois l'indice. Vous voyez, être à 20 fois l'indice, finalement, ça veut dire être à 20 dollars
du point. Si on passe de 11 000 à 11 001, vous gagnez ou vous perdez 20 dollars. Donc, c'est des expositions qui sont assez conséquentes, hein. Surtout si sur le Nasdaq, là, on vaut 11 200, donc 11 300, donc on est autour des 224 000 dollars d'exposition. Ça reste des positions qui sont assez conséquentes, mais effectivement, on est en une bonne gestion du risque. Voilà, il faut savoir qu'on est à 20 dollars du point. Et donc, sur ces contrats-là, on a nos options. L'avantage d'établir une stratégie avec de l'achat d'options, c'est que l'achat d'options, vous payez la prime de l'option, un peu comme une assurance, et vous ne pouvez pas perdre plus que la prime de l'option. Donc, comme on va acheter un call et on va acheter en plus un put, c'est-à-dire qu'on va débourser deux primes, un pour la jambe haussière, un pour la jambe baissière. Et donc, il faudrait que à l'échéance, donc vendredi, donc c'est le 13 janvier, donc vendredi, il faudrait que le marché ait décalé suffisamment pour que je puisse être bénéficiaire sur une de mes deux options. Donc on va regarder un peu les prix, on va regarder les prix, on va ajuster les colonnes aussi pour qu'on puisse faire remonter la volatilité. Pourquoi la volatilité? Parce que la volatilité, c'est extrêmement important, c'est ce qui définit le prix de l'option et on voit que là sur janvier, donc au 13 janvier, on est sur des niveaux de volatilité assez élevés, hein. Vous voyez, on tourne autour des 40, alors que si je me mets sur février, vous voyez, regardez les niveaux de volatilité sur février. Si on se met à la monnaie, donc là, on vaut 11 300. À la monnaie, on est à 26 de volatilité, hein, que ce soit du call ou que ce soit du put. On a 26 de volatilité, alors que sur janvier, comme on intègre effectivement ces chiffres sur l'inflation qui sont demain, qui est le gros événement en fait de la semaine, si ce n'est du mois, et ben on est sur le marché demande d'être rémunéré davantage euh, pour le risque pris. Donc effectivement, les volatilités sont nettement supérieures. Donc pour nous, ça veut dire que ce sera plus cher de les acheter. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment un décalage conséquent et on va regarder exactement quels seront les niveaux. Donc on a défini notre support, notre résistance. Donc notre résistance à 11 415. Donc on va regarder effectivement combien il vaut. Donc là, on a 11 410, 420. On est par 10 en 10 en incrément. Donc effectivement, on va prendre le 11 410. 11 410, il vaut 111. Il vaut 111. Donc on peut effectivement l'arrondir à 100. Donc là, je vais l'acheter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire valoir 100? Rappelez-vous, la tête de contrat, c'est 20 fois l'indice. Donc là, je vais débourser 100 fois 20. Donc, mon premium est bien de 2000 dollars. Ici, c'est indiqué, hein, 2000 dollars. Donc là, je débourse 2000 dollars pour avoir le droit d'acheter du Nasdaq à 11 410. Je passe mon ordre. Je confirme l'ordre. Maintenant, je fais pareil sur le put, mais là, on avait défini notre support, rappelez-vous, à 11 100, à 11 100. Donc juste ici, 11 100. Voilà, là, il vaut un petit peu moins cher. Il vaut un petit peu moins cher. Donc, on va mettre effectivement à prix de 80. Voilà, on l'achète. Vous voyez, donc 80 fois 80 fois 20, parce qu'on est sur une taille de contrat de 20 fois 20 fois l'indice. Donc là, je viens de débourser 3600 dollars. Je viens de débourser 3600 dollars. Donc là, ils sont payés, c'est ma perte maximum. Et maintenant, on va regarder à quels sont les niveaux où on sera gagnant, les niveaux où on sera perdant et quels sont nos gains possibles. Là, l'avantage, c'est que le gain est théoriquement peut être illimité, en théorie. En théorie. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour qu'on rentre en bénéfice? Donc, on a acheté notre call à 11 415 ici, on a acheté notre put à 11 100 et on a déboursé 180. Donc, ça nous a coûté 180. Vous rappelez, la première prime du call était à 100, la deuxième prime du put était à 80, ce qui fait 180, ce qui nous fait 180, soit 3600 déboursés. Ça veut dire que vendredi à l'échéance, il faut que le Nasdaq soit au moins supérieur à mon strike de 180 points. Donc, si on fait 11 415 plus 180, on tombe sur 11 595. Donc, on va prendre
on va mesurer avec une petite flèche. Voilà, on part de là. Donc nous, on veut à 11 595, que je précise. Bon, hop là, voilà. Je vais vous agrandir la taille de là. Et je vais repasser aussi je vais passer en 1 heure, ça sera peut-être un peu plus clair. Hop, voilà. Donc nous, on veut au minima que le marché aille effectivement ici. Donc, call à 11 595. Et là, on commence à être gagnant. Donc, au-dessus de ce niveau-là, on sera à 20 $ du point. Au-dessus de ce niveau-là, on sera à 20 $ du point. Et ça sera un gain net. Et là, pareil pour à la baisse. Donc, 11 100. 11 100 moins les 180, ça nous emmène à 10 920. 10 920. Hop, tirer à peu près là. Voilà, j'y étais. Voilà. 10 920, on va agrandir la flèche comme ça, vous verrez mieux. Et nous, on veut au minimum que si jamais ça part à la baisse, hein, parce que voilà, parce qu'on aurait un chiffre sur l'inflation plus élevé, bien plus élevé que prévu, on voudrait aller au moins à 10 920. Et donc en fait, vous voyez, le marché il vaut 11 300 au moment où on se parle. Donc acheter volatilité, ouais, ça a quand même un prix, hein. Il faut qu'il y ait un décalage qui soit assez conséquent. On veut que le marché décale au moins au moins de la différence entre 11 595 moins les 11 300. Donc on veut qu'il y ait un décalage de au moins 295 points à la hausse pour être effectivement, entrer en bénéfice. Entrer en bénéfice. Et à la baisse, pareil, hein, de plus de 380 points. Donc tout ce qui sera au-dessus, donc si jamais voilà, on dégringole de plus de 500 points, ça sera du bénéfice pur et simple, ça sera des gains. Donc le gros avantage, qu'est-ce que c'est que on a déboursé notre premium, hein, rappelez-vous donc de 180 fois 20 qui est la taille du contrat, donc on a déboursé 3 600 $. Ça, c'est notre perte maximum. Et effectivement, on peut espérer maintenant, aller chercher beaucoup plus. Imaginez on termine à alors c'est un cas, je vais prendre un cas extrême, exprès, hein, mais imaginez on termine à 12 000. Mais vendredi, imaginez le chiffre, voilà, est bien plus bas que ce qu'on attendait, qu'on termine à 12 000, et ben finalement, on va gagner 405 points, donc la différence entre 11 595 et 12 000, donc 405 points fois 20, ce qui nous fait un gain de 8 000. Donc si jamais, effectivement, de 8 100 $ hein, pour être précis, donc si jamais, hop, on va à 2 000, gain de 8 100 $, si jamais le marché décale à 12 000. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne surprise, hein. Mais ouais, si jamais même il va à 11 700, ça vous fait toujours un gain. Et pareil à la baisse, hein, exactement pareil à la baisse, hein. Si on termine à 10 000, à 10 008, si on termine à 10 008, on va effectivement avoir 120 de gains. Donc ça nous fera un gain de 2 400. En plus des 3 600, hein, que la prime payée. Donc là, bien sûr, on va récupérer nos 3 600, plus on va gagner 120 points, soit 120 points fois 20 la taille de contrat, soit 2 400 $ si jamais le marché termine à 10 800. On va le mettre ici, comme ça sera aussi clair pour vous. Gain 10 000, voilà, gain 2400 si le marché va à 10 800. Vous voyez, faut qu'il y ait quand même, voilà, faut qu'il y ait un décalage qui est significatif. Faut qu'il y ait un décalage qui est significatif. Donc vendredi, si le marché termine fortement en hausse ou fortement en baisse, je suis en gain. Alors le souci, c'est imaginez le chiffre est à peu près stable, le marché ne bouge pas trop et que, on a un marché qui termine à 11 000. Bah, s'il termine à 11 000, même si j'avais le droit de vendre à 11 100, c'est-à-dire qu'une de mes 2 jambes, hein, rappelez-vous, une de mes 2 jambes, est à 11 000, est à 11 100. Donc mon put, hein, qui a été exécuté là, est à 11 100. Et bah, comme j'ai déboursé 180 pour acheter mes deux jambes, bah, même si le marché va à 11 100, je suis quand même, je perds quand même 80.
Donc, il faut qu'il y ait un décalage significatif. C'est ça être acheteur de volatilité. Ça, voilà, c'est dans le cas où vous êtes acheteur. Maintenant, alors on va pas faire l'autre cas. Le cas inverse, c'est au contraire si vous vendez la volatilité. C'est-à-dire que là, être au lieu de l'acheteur du call et l'acheteur du put, simplement vous êtes le vendeur du call, le vendeur de put. Les 3 600, vous les encaissez, ils sont à vous, et c'est votre gain maximum. Par contre, votre perte est potentiellement illimitée si jamais le marché termine à plus l'infini. Donc, quand vous êtes vendeur, il y a d'options, vous vendez la volatilité. Effectivement, il y a un risque qui est ouvert, hein, parce que, si le marché, voilà, décale très fortement, bah, toute la différence avec votre strike, ça va être votre perte, moins la prime, d'accord, mais ça reste conséquent. Alors que là, dans cette stratégie, qu'on appelle un strangle, donc là, on achète un call, on achète un put à 2 strikes différents, on appelle ça, un strangle et effectivement, au moins, vous ne perdez pas plus que la somme des 2 primes. Voilà, donc comment effectivement, jouer, les chiffres sur l'inflation demain et comment jouer la volatilité, être acheteur de volatilité. Voilà, donc je vous souhaite une très, très bonne journée. Donc, ce webinaire touche à sa fin et on vous retrouve très, très bientôt pour nos autres webinaires. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt, au revoir.